Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis Alex Dacosta, animateur radio, entrepreneur, artiste, créateur et organisateur d'événements et DJ avant tout. Pendant 1 heure, je vous propose de découvrir des profils inspirants de femmes et hommes animés par une seule et même chose, la passion. Cette passion qui, malgré toutes les déceptions possibles et imaginables, nous fera aimer quelque chose plus que tout et jusqu'au bout. Notre métier, DJ. Merci beaucoup, c'est gentil, hein. Parfait. C'est pas qu'on kiffe pas, on va être dans les ambiances de Noël et tout. Quand j'ai commencé à me lancer dans les mariages, c'est ici que je faisais mes premiers rendez-vous. Ah ouais? Quand j'avais pas de bureau et tout, ouais. C'est central, tu sais, et tout le monde connaît, et l'endroit est cool, quoi. Tu vois, donc... Ah. Ils pourront pas couper, mais... Après, moi, je le coupe le bout de fond. Ouais, mais regarde. Très bon, merci beaucoup. Ouais, super, merci. Incroyable, super, Au merci top. beaucoup, hein. L'eau top. Bon, parfait. Yeah. Bon, Et petit test. tout va bien. Magnifique. Tu es prêt? Allons-y. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je reçois aujourd'hui l'homme qu'il faut avoir, je pense, L'homme qu'il faut attraper. qu'il faut essayer de choper. Le plus dur, c'est de choper le gars. C'est ça. Après, une fois que tu l'as chopé, c'est bon. J'ai le grand plaisir de recevoir DJ Benz. Merci, Benz, d'avoir accepté mon invitation déjà. T'es fou, c'est normal. Merci pour ton invitation. Ben, Je moi, suis j'aimerais... honoré d'être avec toi. Je suis très content de te revoir déjà, de revoir Dylan qui est juste à côté de nous aussi. Alors s'il y a une petite ambiance musique de Noël derrière, c'est normal. À l'hôtel, ils ont accepté gentiment. On est dans le hall de l'hôtel où dort Ben ce soir à Colmar, et il y avait la musique très forte et ils nous ont accepté de baisser un petit peu, donc il y a toujours un petit peu de bruit, mais ça mettra un peu d'ambiance. Si tu le permets, Yes. j'aimerais parce que je suis allé fouiller dans les archives et j'aimerais commencer ce podcast avec un truc que j'ai retrouvé du 5 juin 2012 à 0h40. Oh, Le gars dormait déjà pas beaucoup. incroyable. 0. Y est pas Alex. Je me permets de te contacter car je suis passé dans un club qui m'a dit que du bien de toi. La station. C'est vrai. Ils ont signé pour 3 dates supplémentaires avec moi. C'est le début, hein. Ouais, grave. Je suis plus dans le créneau hip-hop R&B, mais je pense que certains clubs dans lesquels je passe seraient susceptibles de te recevoir. Donc déjà, il y avait l'esprit du gars. Bien. Tu vois, franchement. J'aurais peut-être des plans pour toi dans le sud, notamment cet été à Montpellier. Enfin bref, tu vois, c'est incroyable. Mais 2012. 5 juin 2012. Waouh. Donc, T'as dû remonter, t'as dû swiper. j'ai un peu remonté, ouais. Et à l'époque, moi, j'avais signé dans ma maison de disques et c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour planter un peu le décor et voir d'où ça part. Oh, le dos. Incroyable. Et je me souviens que Mental direct. je me souviens que Yvan m'a dit très bien de toi et il me dit j'ai un jeune qui a démarré un peu et il est bon, il va bien, il s'appelle DJ Benz. Je dis écoute, moi je crois que c'est celui qui avait fait, c'est pas celui qui a fait un remix sur AV8, c'est Coucou, Ouais. tu veux voir Coucou, tu veux voir ma quelque chose. mon chibre. Ouais, c'est Alors, ça. Alors, on va essayer de pas faire trop long parce que je sais que le temps est compté pour toi. Ouais, là, on est bien, là. On va essayer de faire un tour d'horizon d'un peu tout, même si ça va être très long, donc on va essayer de faire un condensé de tout. Ok. J'aimerais l'idée de ce podcast, c'est toujours de trouver des choses inspirantes pour ceux qui nous écoutent. Ok. Je sais que puisque tu es très suivi, tu es très inspirant et c'est très bien. Parlons un peu du début. Ouais. Je sais que tu as dû la raconter 1 milliard de fois, Ouais, mais écoute, ça me fait mais plaisir. tu peux condenser. Comment démarre? À quel moment tu sens que ça va? C'est la passion est là. Écoute, moi, c'est pas arrivé comme ça. En fait, c'est arrivé par je le raconte souvent, mais ça a débuté d'un complexe que j'avais, Ok. qui était, tu sais, on a tous fait des booms à l'âge de, je sais pas moi, 14 ans, Ouais. 15 ans, tu vois. Et en fait, même avant ça, j'ai envie de te dire, même peut-être 12, 13 ans. Et en fait, moi, j'avais honte de danser avec les filles. J'étais très timide. Ouais. Et je voulais pas danser, j'avais honte de danser en fait, avec les filles ou pas d'ailleurs. Et du coup je disais tout le temps non, t'inquiète, je m'occupe de la musique.
Ok. Et en fait, je me mettais dans mon coin. J'avais pris mon baladeur CD Sony Discman qui s'ouvre, tu sais, Très bon. comme ça là. Très bon. Et le lecteur de CD fixe de mes parents qui me mettait dans le salon là, tu sais. Excellent. Ouais. Et je m'étais acheté une petite table de mixage Boost, je crois, à l'époque. Ouais. Et je faisais des enchaînements, mais en fait, il y avait rien d'enchaîné. C'était Oui. juste qu'il y ait pas de coupure entre les morceaux. Mais c'est parti. En fait, tout a vraiment démarré comme ça. D'un complexe, ouais. Mais voilà, Ok. d'un complexe, mais loin de se dire que ça allait devenir un métier et ma vie au final, Ouais. tu vois. Ouais. Et après, par la suite, j'ai rencontré des gens qui en avaient vraiment fait leur métier. Oui. J'ai appris que c'était un métier parce que je le savais même pas. Oui. J'ai découvert la scène de Cut Killer dans la haine qui m'a Mhm. beaucoup marqué aussi, comme beaucoup de DJ hip-hop de mon âge et de ma génération. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est si je peux faire ça et en vivre, Ouais. ça serait énorme. Mais ça a jamais été, enfin, au tout début en tout cas, ça a jamais été, moi, le fait de me dire, ça va être mon métier Ouais, ça- et je vais en vivre et je vais en faire vivre une équipe. Ça a jamais Et- été un objectif, quoi. Jamais Ouais, de la donc, vie. Juste, à un moment donné, je commençais à faire des petites soirées privées à droite à gauche. C'était vraiment des soirées, j'étais même pas payé, hein, c'était juste le Ouais. kiff de faire Bien ça sûr, bien sûr. avec mes potes. Et puis j'ai un pote à moi qui m'a dit, je te la fais très courte, mais j'ai un pote à moi qui m'a dit, écoute, dans une boîte de camping au Cap d'Agde, il cherche un DJ pour mixer tous les soirs je crois que c'était 22h à 7h du matin, mais c'était tous les soirs pendant 4-5 mois, je crois. Et du coup, je disais, ben moi, 4-5 mois, c'est pas possible parce que j'étais encore à l'école et tout. J'allais Donc, justement te demander, ta vie, c'est comment en ce moment-là? Ouais, ma vie, c'est l'école, là. Je crois Ok. que je suis au lycée, un truc du genre. Ok. Donc, je leur dis, moi, je peux, mais juillet, août, enfin, mi-juin, tu vois, mi-juin jusqu'à fin août, mais après, j'ai l'école, donc je peux pas. Ouais. Donc, bon, on aménage le truc, ils mettent un petit DJ un mois avant et quelques semaines après. Mais je fais les saisons là et c'est là où ça devient vraiment un travail. Ouais. Et où je suis payé pour le faire. Bien sûr. Au passage, je suis payé 80 € la soirée. Je Ok. le dis parce que je sais qu'aujourd'hui, les cachets sont un peu tabous, les DJ osent pas trop en parler et tout. Moi, je le dis et j'étais payé 80 € la soirée. Ouais. Et je faisais, je crois que c'était 22h, 7h du matin. Et, mais c'était, en fait, c'était un kiff de me dire, frérot, t'es payé pour jouer de la musique, quoi. En fait, tu Ouais. vois. C'était même pas Ouais. un job pour moi, j'avais Ouais. pas travaillé, tu vois. Et donc j'ai fait plusieurs saisons dans cette boîte de camping et après j'ai enchaîné dans une autre boîte qui s'appelle le Palma au Cap d'Agde Ouais. et qui là est un club qui est ouvert toute l'année. Le week-end, donc vendredi, samedi. Et du coup, je démarre ma résidence au Palma. Et en parallèle à ça, là, je peux continuer mes études. Et en fait, j'ai mes études la semaine et je fais le Palma le week-end. Et après, même en fait, quand je commence à bosser, parce que j'ai bossé chez Fun Radio pendant un moment, Très bon. ouais. Et en fait, quand je commence à bosser, je continue à faire les week-ends dans cette boîte. Ok. Donc en fait, je bosse 7 sur 7. J'ai aucun jour de repos. Ouais. T'es déjà dans le bain, Mais quoi. Je suis déjà dans le Ouais. bain, tu vois. De ce Mais ça. mais encore une fois, c'est que du kiff et c'est vraiment c'est 100% de kiff. J'ai pas l'impression d'aller Ouais. travailler. Et Et pour ouais. faire un bond dans le temps, j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler en fait, tu vois. Bah oui, bien sûr. C'est Un petit peu des fois quand même, mais- ouais, des fois là physiquement ça Bien sûr. Ouais. ça commence à tirer parce que il y a l'âge, il y a le rythme qui est plus le même et tout. Mais je pense que je l'ai toujours dit à Dylan et à mes équipes, je leur ai toujours dit le jour où je me dis flemme d'aller bosser Ouais. en me disant que je vais faire une soirée, j'arrêterai Ouais. parce que ça va se sentir de suite. Oui. Donc voilà. Et ensuite, après le Palma. Ouais. Et après. Palma et après j'ai le Milk qui m'appelle. Le Milk Ok. à Montpellier. Donc ça vient direct. Ok. Ouais, j'ai le Milk à Montpellier qui m'appelle. et C'est eux qui me viennent dit- vers toi. Ouais, c'est eux qui viennent vers Parce moi. que En fait, ça se passe pas. en fait, ça se passe bien. c'est via Get Down, Ok. le DJ Get Down, qui m'appelle et qui me disent, écoute, ils ont besoin il y a un DJ qui est malade. Alors, je crois même, je sais plus, je crois que c'était FDB. Je crois que c'était FDB que t'as reçu dans Ouais. ton podcast. Je crois que c'était FDB qui était malade un jour ou je sais pas quoi. Et il me dit, il cherche un DJ, c'était le mercredi soir, du coup, les Oui. soirées, les gossips. Et il me dit, il cherche un DJ pour faire une soirée hip-hop à Montpellier. Le DJ est malade, est-ce que t'es dispo? Je leur dis, ouais, mais quand? Ils me disent, là, ce soir.
En fait, il m'appelle le mercredi Ouais, à bah oui, 18h bien sûr. pour mixer le mercredi soir. Sinon, c'est pas drôle. Je lui dis, bah, bien sûr que je suis dispo. Bah oui. Et en fait, j'y vais et je fais un coup dont je ne suis pas peu fier. Ok. J'appelle des copines à moi de Montpellier, un groupe de copines qui sont peut-être, je sais pas moi, 15 ou 15-20, et je te mens pas, que des avions de chasse. Ok. Voilà, c'est 15 blocs, on va pas se mentir. 15 blocs. Ouais, Très bon. c'est vraiment 15 avions, c'est un aéroport le bordel. Et, Ok. et je Charles les de Gaulle. appelle et je leur dis et je leur dis Terminal 2. Et je Ouais. leur dis je leur dis Très bon salon. Les filles, Thomas oui. 2G, très bon salon. je leur dis les filles, il faut vraiment que vous me rendiez un service. Là, je vous demande ça vraiment comme un service. Ouais. Je fais ma première soirée à Montpellier. Moi, j'étais au Cap d'Agde, donc j'étais au Palma, tu vois. Alors, pause. Est-ce que Ouais. le milk, c'est déjà le milk? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est on est sur les débuts du milk et on est surtout sur un club très électro. Ok. Et on est sur une ville très électro. Oui. Il y a plus aucun club hip-hop à Montpellier. Oui. Le dernier a fermé 2-3 ans avant ça. Et on est sur un club full électro, 100% électro. Et personne veut de hip-hop à Montpellier. Et les seules soirées hip-hop qu'il y a, c'est les gossips au milk avec FDB qui les fait à ce moment-là. Et du coup, je leur dis, donc pour reprendre le truc, je leur dis, les filles, j'ai vraiment besoin de vous. Je fais ma première soirée à Montpellier. Est-ce que vous pouvez venir à minuit? C'est une soirée gossip, donc c'est gratuit pour les filles. Il y a du champagne jusqu'à 1h gratuit, machin, etc. Je leur dis, mais vraiment, il faut que vous veniez. Et en fait, les portes du milk s'ouvrent à minuit et les 15 premières clientes qui rentrent, c'est ces 15 filles que j'ai ramenées. Donc 15 filles qui ne sont jamais venues au milk, qui sont de Montpellier mais qui sortent ailleurs dans d'autres boîtes ou qui sortent pas du tout des fois. Mhm. Mais là je les ramène en fait au milk, elles rentrent et les 15 viennent directement à la cabine me faire la bise une par une. Et le patron voit ça, voit Ouais. cette scène, tu vois. Je l'ai pas beaucoup raconté, ça c'est vrai. Le patron voit cette scène, il hallucine parce qu'il se dit mais qu'est-ce que c'est ces filles Ouais, qui c'est rentrent que qui j'ai ça? jamais vues Ouais. ici, machin. Et donc minuit elles sont là, minuit et quart, il vient me voir et il me dit tu fais quoi mercredi prochain? Ok. Je lui dis je fais rien mais attends, t'as même pas vu ce que j'ai fait, enfin j'ai même pas commencé, si ça se trouve je suis nul. Ouais. Il me dit non mais c'est bon, t'inquiète, on va s'arranger, on va voir, machin, nanana. Et en fait, j'avais quasiment signé ma première grosse résidence dans une grosse ville grâce à ça, sans Ouais. même avoir mis un disque. sans même avoir mis un disque en fait. Parce qu'il s'est dit, Tu vois? s'il est pas bon, au moins il est intelligent. Exactement. Donc, Et il se dit peut-être, je sais pas, peut-être il se dit il est malin ou il a une belle communauté ou tout ça. Et en fait, on démarre vraiment comme ça. Et par correction, ben j'en parle à Get Down et je dis écoute, moi je veux pas non plus qu'on m'accuse de voler la place à quelqu'un, Oui. machin. Et au final, FDB à cette époque a d'autres plans aussi, lui à Montpellier, dans d'autres bars. Il est vraiment très implanté sur Montpellier. Et en gros, ça se fait d'un bon accord et je suis en très bon terme avec ouais. avec FDB, avec tout le monde. Je crois que Cool. c'était FDB. Je sais pas si c'était FDB ou Silvio, mais je crois que c'était FDB. Et du coup, je signe ma première résidence et en fait, je démarre du coup tous les mercredis au Milk. Je suis le week-end du coup au Palma. Là, ça devient plus dur à gérer mon Ouais. travail la semaine et je négocie avec le Milk de leur dire, écoutez, moi, ce que je veux, c'est bosser tous les mercredis et un samedi par mois. Je Ok. veux un samedi par mois. Comme ça, en fait, ça m'assure d'avoir, de me tirer on va dire un SMIC en gros, hein, en bossant tous les mercredis et un samedi par mois. Et en fait, ça me libère. Du coup, dans ma tête, je me dis, ben, je vais quitter le Palma, je Ouais, vais quitter ma ok. résidence. Et au moins, j'ai une résidence dans un club qui me permet de vivre et de payer un loyer, payer à Ouais. manger sans faire le fou, mais de vivre. Et par rapport à ça, de pouvoir après essayer de trouver des dates en guest dans d'autres villes. Et les premières dates en guest, 2012. C'est la station. On est sur Voilà. la station Ouais. avec le message Ok, que je t'ai ouais. envoyé, dont tu me parlais. Et ça a été directement une volonté de ta part de faire du guest. Oui, mais avant ça, j'ai été résident. J'ai été Oui. résident Mhm. pendant des années. J'ai appris le métier en résident et je pense, et on en avait déjà parlé toi et moi, Mhm. je pense et aujourd'hui je suis convaincu que tu ne peux pas être bon DJ guest sans avoir été bon DJ résident. Ouais. Pour moi, c'est impossible.
C'est impossible parce que aujourd'hui, je te dis une bêtise, regarde, hier j'étais à Lyon, on en parlait, j'étais à l'inauguration d'une salle de concert, une grosse salle de concert. C'était une soirée privée et devant moi, j'avais une tranche d'âge de ça allait de 20 ans à 55 ans, ou 60 ans, tu vois. Et j'ai joué du Bruno Mars, j'ai joué du Michael Jackson, j'ai joué du Aretha Franklin, j'ai joué du David Guetta, j'ai joué de la Moulaga, j'ai joué tu vois ce que je veux dire, et ça je l'ai appris avec ma résidence. Et aujourd'hui, je suis capable de tenir toutes sortes de soirées parce que j'ai été résident et que j'ai commencé comme ça. Donc si j'ai un petit message à passer aux DJ, c'est vraiment ne vous dites pas que j'ai toujours fait ce que j'ai kiffé. En fait, moi, quand j'ai démarré ma résidence, je jouais du Gilbert Montagnier, je jouais les Démons de Minuit, je jouais et tout ça, je sais le faire. Aujourd'hui, s'il faut que je le refasse, je saurais le faire parce que ça s'oublie pas. Bien sûr. Tu vois, j'ai pas toujours joué du rap français comme je joue aujourd'hui. Et comment ça vient les premières dates guest? Comment tu les trouves? Alors, je sais que non, j'ai fait une super formation. Investir, mais comment ça vient ces premières dates guest? Les premières dates guest viennent du fait que je fais une énorme communication sur les mercredis au Milk. Je te parle là vraiment au niveau national. Je mise tout sur ce mercredi au Milk. Et tu te souviens à cette époque-là, moi je communique en disant voilà, aujourd'hui je m'appelle Benz, je fais tous les mercredis dans un club qui s'appelle le Milk à Montpellier et on fait entre 1000 et 1300 personnes tous les mercredis. Parce que ça marchait du coup le mercredi. Et en fait, on a commencé, ça a marché très vite en fait. On a commencé avec peut-être je sais pas moi 300 personnes ou 200 personnes et puis c'est très vite monté 600, 800, 1000 et à un moment on faisait peut-être en 6 mois on fait entre 1000 et 1300 personnes tous les mercredis. Donc en fait, tous les clubs de France, moi je fais une énorme communication sur ça. Et en fait, tous les clubs de France se disent mais alors c'est qui ce mec qui arrive à remplir en quelque sorte, même si encore une fois je le dis et je le répète parce que c'est important, c'est un gros travail d'équipe parce qu'il y a énormément de communication de la part du club, etc. derrière, très bonne communication. Mais les gens se disent c'est qui ce mec qui arrive à remplir tous les mercredis au Milk alors que nous on galère à remplir le week-end. Et je commence à faire mes premières dates à la station, tu vois, on en parlait, qui est juste à côté de Montpellier. Donc je fais Avignon, je fais Nîmes, je fais de l'autre côté Narbonne, Carcassonne, puis ça s'étend, après je fais un peu Toulouse, je fais un peu Marseille, je fais vraiment le sud de la France et après ça monte plus, mais ça démarre vraiment comme ça. Ça démarre d'une surcommunication de ces mercredis-là. Et tu sais, c'était un truc où je te dis une bêtise, moi je prenais, je crois je prenais 120 € de cachet par mercredi, et il m'arrivait d'investir des 350 € sur des mercredis de vacances pour faire une vidéo, pour faire venir un caméraman, pour faire une vidéo professionnelle, pour justifier à la France entière que regardez, c'est bien plein et la clientèle est incroyable, il y a des bouteilles, il y a des filles, il y a de la bonne ambiance, c'est smile et voilà, et ça démarre vraiment. On peut faire une soirée hip-hop sans sortir les couteaux. C'est ça. C'est exact. Et donc première date guest arrive, ça se passe bien. T'es tout seul à ce moment-là? Ouais, je suis pas tout seul. J'ai un manager qui est le beau-frère de Get Down. D'accord. Et qui s'appelle Gilles. Et je démarre avec ce manager-là. Ça se passe bien au début. On commence à faire des dates, mais lui, il est pas du tout dans le métier. Il s'est retrouvé là un peu par hasard, un peu mis là, parce que c'était l'occasion de le faire bosser et tout. Et au bout de, je crois que je bosse peut-être 2-3 ans avec lui. Et au bout de 2-3 ans, moi, ma notoriété commence à augmenter, les demandes commencent à augmenter, et j'ai besoin, en fait, de vraiment quelqu'un H24 avec moi. Et il me faut plus qu'un manager. En fait, il me faut un bras droit dans mon business. Et je lui fais la proposition. D'abord, je lui dis, écoute, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit 100% investi avec moi. Lui à ce moment-là book d'autres DJ. Il s'occupait de beaucoup de monde, voilà, moi je me souviens. S'occupe de beaucoup de DJ, et je lui dis moi je peux plus continuer comme ça parce que t'as pas assez de temps à m'accorder, et là aujourd'hui j'ai besoin moi de quelqu'un 100% avec moi. Donc tu sais
en parlant en chiffres, je suis à peut-être, je sais pas moi, 600 euros de cachet ou 700 euros de cachet par soir. Je lui donne peut-être 100 balles, tu vois, donc c'est pas énorme, donc il peut pas en vivre non plus. Donc je comprends aussi sa position où il me dit, mais moi, bah évidemment, je peux pas vivre avec 400 balles ou 500 balles par mois. Tu comprends que je suis obligé de m'occuper de quelqu'un d'autre, enfin d'autres personnes. Et je lui dis, écoute, pas de problème. Et en fait, c'est un peu tendu, mais normal comme dans toute séparation. Mais après, bon, c'est cordial. Il comprend mes arguments, je comprends les siens. Et entre-temps, j'ai rencontré Dylan, qui est juste à côté. Je l'ai rencontré sur une autre soirée sur laquelle il m'a booké. Et en fait, ça s'est très bien passé. Le feeling est très bien passé. J'ai vu que l'organisation était carrée et tout. Et il m'avait dit un jour en rigolant, si tu cherches un manager, je suis là. Et en fait, moi, à ce moment-là, au moment où je me sépare de mon ancien manager, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, j'ai une proposition à te faire. Sauf que lui, il est en Normandie, c'est ça? Sauf que lui, il est en Normandie. Ouais. Il est dans un autre business qui a rien à voir de snack, de machin. Enfin, il est pas du tout dans ça. Il est un peu dans l'organisation de soirée aussi, mais pour lui, c'est du fun, quoi. C'est pas du tout un métier, quoi. C'est le genre rock un peu de la Normandie. Ouais, le genre rock de la Normandie, ouais, c'est ça. Et je lui dis, vas-y, viens, si t'es chaud, on démarre ensemble. Et il me dit direct, écoute, là je finis la saison. Je lui dis ça, je crois en juin ou en juillet. Ouais. Il me dit écoute, 1er septembre, je suis là. Et en fait, il prend un camion, il prend toutes ses affaires et il lâche tout, toute sa famille, ses amis, machin. Et il descend à Montpellier, il vient habiter à Montpellier. On démarre tous les deux vraiment en tant qu'associés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on est associés. Et voilà, il a cru au projet et aujourd'hui. Moi, tous les gens qui ont cru à mon projet, ils en sont, je vais pas dire récompensés parce que c'est énormément de travail et il mérite tout ce qu'il a. Mais il a pris des risques aussi, tu vois. C'est clairement qui a dit, vas-y, je crois au projet. J'allais dire le geste est beau quand même. Ça. Donc c'est ça. C'est vas-y, viens, on y va. On se serre les coudes et aujourd'hui, peut-être même la première année, les 2 premières années, on va vivre avec peut-être, je sais pas moi, 800 euros par mois ou 700 euros par mois. Mais on va cravacher pour que ça marche, quoi. Ouais. Voilà. D'où vient cette couleur musicale urbaine? Ouais, en fait, j'ai grandi dans une famille avec un frère et une sœur, donc moi j'ai toujours une vie de famille très équilibrée et sans aucun problème. Et on vit dans une villa, enfin on vivait dans une villa au Cap d'Agde avec moi j'avais ma sœur d'un côté et j'avais mon frère de l'autre. Et en fait, j'avais mes parents qui écoutaient des Beatles, des choses comme ça. J'avais mon frère qui écoutait du AC/DC, du Offspring et ce genre de musique. Et j'avais ma sœur de l'autre côté qui écoutait Lauryn Hill, les Fugees et autres. Donc t'as pris la porte de gauche, quoi. J'ai pris la porte de gauche. Voilà, j'ai fait mon choix. Et c'est venu comme ça. Mais au début, c'était, tu sais, pour en parler vraiment au niveau soirée, à l'époque, tu te rappelles, en 2012. C'était très mal vu et en fait si tu veux chaque courant musicaux était très mal vu. Je sais pas si tu te souviens. Toi c'était de la musique de meuf, je sais pas ce qu'il disait. Moi c'était de la musique de racaille, la techno c'était de la musique de drogué. Enfin c'était très dévalorisé, tu vois. Et moi je suis arrivé avec ma casquette et on me dit il faut mixer sans ta casquette. Je disais non, je mixerai avec ma casquette et puis c'est comme ça. Ouais. Et au début non, c'était très compliqué et puis je suis arrivé, je pense, à amener aussi un nouveau truc qui a fait que j'ai amené une soirée urbaine, hip-hop, rap, sans ce côté bling bling, wesh et jovial, quoi. Et voilà, c'est exactement jovial, ça. Ouais. C'est exactement ça. Parce que par mes interventions micro, par tout ça, je fais redescendre un peu la pression et je peux mettre aujourd'hui des morceaux qui sont très violents dans les paroles et couper le son parce qu'il y a une fille qui est tombée sur la piste et que je lui demande si elle s'est fait mal et je lui paye un verre parce que tu vois et ça va faire rire tout le monde et puis on va repartir sur autre chose, tu vois. Mais je pense que c'est et à cette époque, aujourd'hui, les gens le comprennent. Enfin, les jeunes qui sortent en boîte aujourd'hui, c'est devenu le rap est devenu la musique la plus populaire en France et la plus écoutée en France. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Absolument. Il y a 10 ans, c'était pas du tout ça. Comme avec toi, le reggaeton. Absolument. On était des niches et on était surtout seuls sur nos niches. Oui. Tu vois. Clairement. Toi, t'étais dans ton créneau, moi j'étais dans mon créneau et on charbonnait depuis des années. Ouais. Voilà. Les gens qui pensent qu'on est arrivé là hier, c'est pas vrai. Ah non. Voilà. Et ça,
c'est dans ton tempérament, ce côté showman, animateur. T'as tout de suite fait le choix du micro plutôt Ouais. que du scratch? Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ok. J'ai fait quasiment 10 ans de théâtre. D'accord. Donc oui. Et voilà. Et en fait, je vais te raconter une anecdote très rapide qui est quand même très marquante. Un jour, j'ai ma copine de l'époque qui sort en boîte et qui va écouter un DJ. Je sais même plus qui c'était. Elle écoute le mix. Elle rentre et je lui dis alors ça s'est passé comment? Et elle me dit donc elle est pas du tout dans la musique, pas du tout dans ça, elle est juste cliente lambda d'un club. Et elle revient et elle me dit bah écoute franchement c'était trop bien mais beaucoup trop de tchiki. Ok. Et en fait je comprends que tchiki c'est les scratchs. Ouais. Et je me dis OK, et là je me pose et je me dis donc en fait le mec là qui est en train de mixer, il a bossé des sessions scratch des flares, des machins pendant des jours, des nuits et des années pour que les clients considèrent ça comme du tchiki. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, je me dis non, mais moi, il faut que je me concentre sur autre chose et que j'apporte quelque chose de nouveau. Et je vois à cette époque, c'était DJ Battle, je crois, qu'on fait venir qui vient dans un club, je sais plus trop où c'était. Et c'est le premier DJ que je vois mixer avec un micro à la main. C'est-à-dire que vraiment à l'américaine, il prend son micro à la main, il mixe avec les 3 doigts, avec 3 doigts et il tient le micro avec 2 doigts et il mixe avec son micro et il fait des phases au micro, machin. Et je me dis mais ouais, en fait c'est ça. Et en fait c'est ça qu'il faut que j'arrive à développer. Okay. C'est du micro, de l'animation. Puis je commence à me renseigner sur les ricains et je vois que les ricains, eux, c'est carrément l'extrême de ça. C'est-à-dire que eux, il y a même pas d'enchaînement. Ouais. C'est ils mettent un morceau, ils coupent le son, ils hurlent dans le micro et ils passent sur un autre morceau, tu vois. Mais c'est une façon de mixer, c'est un show. C'est quelque chose qui te convenait plus. Voilà. Et je me dis, mais en fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ça allie le théâtre, la façon de parler, la façon de mixer et la musique. Et la musique. Mm-hmm. Donc, je vais me concentrer sur ça. Mais au début, c'est très mal vu par les DJ hip-hop. Oui. Parce que moi je me vends comme DJ hip-hop et les gens me disent ouais mais tu sais pas scratcher. Donc évidemment oui j'ai les bases d'enchaînement, j'ai les bases de scratch, mais je suis 1000 fois loin d'être le meilleur dans ce créneau-là parce que je me suis pas concentré sur ça, tu vois. Et au début je suis très mal vu par les DJ du milieu jusqu'à ce que un petit jeune du nom de Cut Killer vienne à Montpellier et on se voit, on en discute et en gros il met un message sur ses réseaux. Il met je crois que c'était Snap à l'époque, il met un snap où il dit bon il avait un peu bu et tout mais il dit à tous les DJ parisiens ou tous les DJ qui crachent sur Benz essayez de faire la moitié des dates qu'il fait et après vous reviendrez nous voir et en fait ça me donne ce moment-là un moment une espèce de crédibilité dans le milieu, un tremplin quoi. Voilà, où tous les DJ ferment leur gueule un peu et se disent putain si Cut il valide on va peut-être pas trop se le mettre à dos on va fermer notre gueule. Voilà. Et après petit à petit les gens ont compris mais au début non c'était compliqué. Ouais, c'était chaud. Ouais. Et comme dit Manu Payet dans le film Coco quand il montre le micro, il dit avec ça les gars, on gagne des guerres. C'est exactement ça. Le micro ça te sortira toujours de la sauce en soirée. C'est exactement ça. Le scratch non, mais donc exactement ça. Et aujourd'hui, moi tu vois quand on va faire des balances, la première chose que je teste c'est mon micro. Ouais. On a acheté un bon micro, on a fait un bon truc parce que c'est nécessaire. Ouais. Et aujourd'hui, si tu me dis c'est une soirée mais il y a pas de micro. Tu vois, moi je te dis une bêtise, il y a beaucoup d'établissements en extérieur ou quoi l'été qui me contactent et qui me disent écoute, on aimerait faire une soirée avec toi mais il y a pas de micro. Je leur dis mais les gars, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien parce que au final moi passer des disques ça m'intéresse pas et je vais pas faire mieux qu'un DJ résident en gros, tu vois. Ouais. Moi ma valeur ajoutée, elle est vraiment ça, elle est sur l'animation et elle est sur le show que j'apporte avec mon micro, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc là, on est Dylan est arrivé à Montpellier. Ouais. Ça décolle tout de suite? Non, ça décolle pas tout de suite. On met 2-3 ans. En fait, on a beaucoup de dates, mais on a des cachets qui sont vraiment pas élevés. Et en fait, vraiment pas élevés, qui sont corrects, mais qui sont pas non plus excessifs. Ouais. Et en fait, on a une stratégie avec Dylan. On a 2 stratégies avec Dylan. La première, c'est une stratégie, moi, que j'ai mis en place dès le début, qui est de ne jamais appeler les clubs. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à mes managers, que ce soit Gilles ou Dylan, je leur ai toujours dit, moi, les gars, je ne veux pas qu'on appelle un club pour dire j'ai envie de venir mixer chez toi. Ouais. Il faut que j'attende 5 ans pour que ce club me contacte. Ouais. J'attendrai 5 ans pour que ce club me contacte, mais je veux surtout pas, parce que ça place en position de demandeur et j'ai pas envie d'être demandeur, tu vois. Donc Dylan est là. Donc je lui explique ça. Et surtout,
je lui dis, parce que tous les gens nous disent, ouais, mais les gars, sur les cachets, vous pouvez augmenter, vous pouvez être plus cher, machin. Et en fait, je dis à Dylan, et c'est une stratégie, en gros, dont on est en commun accord. On se dit, aujourd'hui, je te donne un chiffre rond pour que tu comprennes bien. Aujourd'hui, je préfère faire 2 soirées à 500 euros qu'une soirée à 1000 euros. Ouais, bien sûr. Voilà. Je préfère avoir mon planning rempli de soirées à 500 euros que faire une soirée, un week-end, un samedi à 1000 euros. Je préfère faire le vendredi et samedi. Ouais. Et c'est payant parce que quand les clubs nous contactent, on dit voilà, la prochaine date c'est dans 2 mois ou dans 3 mois, et les gens se disent ah ouais putain, bon, si c'est dans 3 mois, c'est qu'il y a des clubs qui l'ont pris, qui l'ont repris, qui l'ont repris. Oui. Et le fait d'être repris dans un club, ça montre que la soirée s'est bien passée. Il y a rien de plus parlant et de plus marquant que un club qui te reprend. S'il te reprend, ça veut dire que ça s'est bien t'as passé. validé, ouais. Voilà, donc, tu vois. Sinon, il te reprend pas. Et puis Par contre, s'il te reprend pas, pose-toi des questions de pourquoi il t'a pas repris. Clairement. Tu vois. Donc là, ça se passe bien partout en France. On est à quelle, on se situe en quelle année à peu près? Voilà, on est en 2000. On est en 2018, ouais. Ok. Ouais, Coupe du Monde, ouais, c'est ça. Ouais, 2017-2018, ouais. Ok. Et là, on se dit, bon, on va commencer à augmenter un peu les cachets. On va commencer à essayer de faire des choses un peu différentes, de monter un show peut-être un peu plus carré, de vraiment essayer de se professionnaliser, même sur les VHR, etc. Et ça monte, et on se prend une pandémie dans la gueule. Bon, il faut d'abord qu'on parle de l'arrivée à Amnésia, peut-être aussi. L'arrivée à Amnésia. Je pense que qui a été quand même un tremplin de fou. Un beau tremplin aussi pour toi. De fou. Donc comment ça se passe tout ça? L'arrivée à Amnésia. Alors moi je suis du Cap d'Agde. J'ai grandi au Cap d'Agde, donc l'Amnésia c'est vraiment on va dire l'objectif ultime du moment où je me dis ok, DJ ça va peut-être être mon métier. Et je me dis le jour où je serai à l'Amnésia, c'est bon, c'est que j'ai réussi ma life. Ouais, tu vois. Ouais. Et le jour où je démarre l'Amnésia, en sachant que c'est en 2013, un truc du genre. Oui, parce que tu as dit que c'était les 10 ans cette année. Donc, ouais, c'est ça. Je démarre en 2013. Je suis je vois ça. Je démarre en 2013, et en 2013, en fait, le patron m'appelle. Sur mon portable et me dit écoute Benz, oui, ouais, c'est moi. Ouais, voilà, monsieur machin, je t'appelle parce que j'aimerais reprendre les soirées hip-hop à l'Amnésia, etc. Est-ce que t'es chaud? Et moi, j'ai cette réaction folle qui est je suis sur la route à ce moment-là, et j'ai cette réaction folle de lui dire ouais, écoute, je sais pas, je vais réfléchir. Je lui dis vraiment ça. Je te jure, Alex. Je lui dis, très bon. Je lui dis, écoute, je vais réfléchir, je vais voir. Ouais, je sais pas, faut que je vois avec mon planning. Je vais voir. Et il me dit, écoute, réfléchis-y, tu me dis. Et je raccroche. J'appelle ma sœur. J'y attendais peut-être pas, je pense. Hein. Et je lui dis, non, pas du tout. Ouais. J'appelle ma sœur. Et je hurle au téléphone, et je dis, il y a l'Amnésia qui vient de m'appeler pour mixer là-bas et tout. Elle hurle encore plus fort. Tu me l'as dit oui, tu me l'as dit oui. Non, je vais réfléchir. Je sais pas et tout. Elle me dit, t'es un malade et tout. Nana. Je dis, non, mais là, je le rappelle dans une demi-heure et tout. Je lui dis que c'est bon et tout. Elle me dit, oui, dépêche-toi, t'es con et tout. Et du coup, ouais, je l'appelle, et en fait, il me greffe sur une soirée avec Get Down, justement. Au début, c'est les jeudis, on fait un peu les soirées à 2, etc. Et on fait ça pendant 1 an ou 2 ans, je crois. Et au bout de 2 ans, il me dit, écoute, j'aimerais que ce soit toi qui prennes en gros une soirée. Donc au début, on faisait les jeudis. Et il me dit, j'aimerais qu'on déplace ça sur le dimanche et qu'on fasse vraiment des soirées vraiment 100% rap le dimanche. Et il faut savoir que l'Amnésia, pour ceux qui connaissent pas, c'est un club qui est très électro. Ils sont pas du tout rap. Ouais. Et donc moi, je me retrouve vraiment à gérer ma soirée du dimanche, donc là, tout seul. Et on démarre à faire peut-être 400 personnes, tu vois, les dimanches. C'est un club qui en fait 4500. Donc en fait, quand tu mets 300-400 personnes dans un club de 4500 personnes, c'est vide. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est un peu un enfer. Les gens rentrent, l'entrée est gratuite. Donc les gens rentrent, ils voient qu'il y a personne. Donc ils ressortent et ils vont au club d'à côté, parce qu'il y a un autre club qui a exactement 4 pas, voilà, qui vont au Bora, et comme ils ont pas payé l'entrée, ils vont à côté, machin. Et le patron qui devient fou à me dire, mais non, enfin, c'est très tendu au début, parce qu'en plus c'est une musique qu'ils connaissent pas, donc ils savent pas. Et moi, du haut de mes
1 an d'expérience de DJ. Eux, ils ont déjà 20 ans dans la nuit. Ouais. Je leur dis, vous occupez pas de ça, c'est moi qui gère ma soirée, laissez-moi faire. Voilà. Et en fait, je gère rien du tout à ce moment-là. Ouais. Je leur dis ça, mais je gère rien du tout. Et ils me disent, bon, ok. Voilà. Ils me disent, ok, vas-y, gère ton truc. Et donc, on commence à faire monter un peu ces soirées. Moi, je vais vraiment chercher les gens. C'est-à-dire que j'appelle tous mes potes saisonniers, comme je connais tout le monde sur le Cap d'Agde. J'appelle tous les restos, tous les machins que je connais. Je leur dis, les gars, ramenez-moi du monde, faites-moi de la pub. Vas-y, moi, je vous mets des entrées gratuites pour vous, mais vraiment. Donc, j'ai un peu tous les saisonniers qui se liguent pour ma soirée, tu vois, et qui commencent à me ramener des clients, des touristes, tu vois. Et eux, en plus, ils viennent, ils se régalent, etc. Et la soirée commence à prendre. Et en peut-être 3-4 ans, ça devient la soirée incontournable de l'Amnésia. Et tous les dimanches sont complets, les carrés sont complets, la clientèle est magnifique. Il y a des jolies filles, il y a des beaux gosses, il y a vraiment de tout. Et on arrive surtout à jouer du rap français. Dans ce club électro qui est où les patrons sont pas forcément favorables au départ à ce type de musique, mais c'est quand même eux qui m'appellent pour que je joue ce type de musique parce que eux c'est des businessmen avant tout. Bien sûr. Et ils se disent il y a quelque chose à jouer avec le rap et on va le jouer, tu vois. Ouais, bien sûr. Très avant vision, tout le monde, tu vois. Ouais. Et voilà, et vraiment ça démarre comme ça et après ça a connu le succès que. Parlons un peu des réseaux sociaux parce que tout ça aussi ça a été alimenté et extrêmement bien travaillé par toi tout au long de ce temps-là. Ouais. Est-ce que tu captes très vite que les réseaux vont prendre de l'ampleur? Est-ce que comment t'es positionné là-dessus? Je capte l'importance des réseaux très rapidement. Ok. En fait, je me dis aujourd'hui, je n'ai ni télé, ni radio, ni médias, ni rien du tout. Les seuls médias que j'ai, c'est mes réseaux sociaux. Donc, je suis obligé de miser sur ça et je mise beaucoup sur Snapchat à l'époque. Ok. Et je démarre à faire beaucoup de Snap. J'essaye de me mettre un peu sur Instagram. C'est Facebook aussi beaucoup à l'époque. Ouais. Donc je poste beaucoup de trucs, je fais beaucoup de com sur ça. Et je me dis c'est le seul moyen que j'ai de faire connaître mon travail, c'est les réseaux sociaux. Donc en fait je le capte très vite et surtout je m'adapte plus ou moins aux tendances. C'est-à-dire qu'au début, je me lance sur Facebook et j'ai une vidéo qui est incroyable que je publie de temps en temps où je dis salut la famille, rejoignez-moi sur mon groupe DJ Benz Fan. Enfin, j'essaie de ramener comme je peux des gens sur ma fanbase, sur ma fanpage Facebook. Puis après, je les oriente sur Snap, puis sur Insta, puis beaucoup plus tard sur TikTok. Enfin, de TikTok. Et ouais, c'est pour moi aujourd'hui, tu peux réussir avec les moyens du bord qu'on te donne, comme dans la musique, comme un rappeur ou un chanteur ou autre peut réussir sans maison de disque, sans rien, avec une bonne stratégie, évidemment une bonne musique et une bonne communication. Tout le monde peut réussir en fait aujourd'hui sans forcément avoir de très gros moyens. Les réseaux sociaux nous ont vachement ouvert à ça, quoi. Aujourd'hui, c'est ta force numéro 1 parce qu'on a quand même vu que t'as quand même réussi à remplir un zénith avec des réseaux. Ouais, c'est ça. Donc c'est quoi? C'est difficile, hein, je sais. Hein. C'est quoi le conseil? Si tu peux en donner qu'un. Le conseil, je pense que c'est déjà de pas faire ce qui a déjà été fait. Okay. C'est-à-dire que de se démarquer et de pas avoir peur de prendre des risques, de se dire ouais, mais si je fais ça, comment ça va être perçu, tu sais, moi je joue du hip-hop et pourtant j'ai fait des vidéos où je suis déguisé en ange et en démon, je me suis déguisé en meuf, enfin T'as fait des vidéos où tu donnais 10 € à un mec qui demandait du job. Où j'ai des vidéos qui me ressortent dans la gueule 12 ans après, mais en fait je pense que c'est un tout qui fait que aujourd'hui faut pas avoir peur d'oser et surtout de se démarquer. C'est-à-dire que tu vois, j'en parlais avec DJ K la dernière fois qui est à l'American Borderline et je suis allé mixer dans un lycée et il me dit quand t'as lancé ta communication de DJ Benz dans ton bahut, il me dit moi j'étais sur le point de lancer en gros le même concept
dans un bahut où je voulais faire American Borderline dans un lycée ou dans Ils auraient dans kiffé, une émission. Ouais, voilà. l'éducation nationale. Ouais, grave. Ils auraient kiffé le concept. Grave. Mais du coup, il m'a dit au final, je l'ai pas fait. Ouais. Au final, je l'ai pas fait parce que j'ai vu que tu l'avais fait et que tu l'avais bien fait, donc Oui. je l'ai pas fait. Oui. Et en fait, je pense que dès que tu copies quelqu'un, ça se voit et ça sera forcément moins bien fait. Mhm. En fait, tu vois. Donc, je pense qu'il faut garder son originalité, trouver son chemin soi-même et surtout oser. Tu es seul à gérer tes réseaux? Tout seul. Tout seul. Je Ok. fais tout seul. C'est un travail à plein temps? Ouais, c'est plus de travail que les soirées Ouais. et même les déplacements, quoi. Tu mets un contenu différent sur chaque plateforme? Tu l'adaptes? Ça c'est ma grande question dans ce moment. Ok. J'ai un contenu spécial pour TikTok, oui, parce que j'ai compris un peu comment fonctionne TikTok. Donc voilà, mais j'essaye de, tu vois, par exemple, je te dis une bêtise, j'ai rencontré un jour Thibaut InShape. Mhm. Rien à voir, tu vois, la musculation, machin, qui a des 10 millions d'abonnés, je crois, un truc. Ouais. Tu vois. J'ai beaucoup parlé avec lui et il me dit, mais tu sais, moi, les vidéos, j'en fais une, je la mets sur TikTok, en réel sur Insta, en YouTube Short, et ça explose sur tous les réseaux. Ok. Et en fait, moi, mes vidéos, je la mets sur TikTok, elle va peut-être faire 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Je vais la mettre sur Insta, elle va peut-être faire je sais pas moi, 200 000 ou 300 000 vues, et je vais la mettre sur YouTube Short, elle va peut-être faire 2000 vues, tu vois. Ok. Donc ça, j'ai pas encore compris Donc, il faut pourquoi, l'adapter. comment, Ouais, ok. etc. Il faut adapter un peu tout ça. Mhm. Mais tu vois, pour certains créneaux comme lui, la musculation, ben ça marche. Ces vidéos marchent Ouais. sur tous les réseaux. Ouais. Moi, moins. Voilà. Après, sur Snap, là, je relance un peu mon Snap. J'essaye de montrer vraiment plus la Ouais. vie Le off, ouais. quotidienne et Mhm. le off. Mhm. Tu vois. Voilà. Ce qui intéresse beaucoup les gens. Ouais, qui intéresse beaucoup les gens. Donc revenons à cette année 2020. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, parce que moi des fois j'ai un peu honte de le dire, mais maintenant moins, que le Covid est peut-être ce qui est arrivé de mieux dans ta carrière professionnelle? Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, Alex. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'était le meilleur moment de ma vie. C'était cool. C'était fou. C'était fou. Non, je vais pas dire ça pour les gens qui en ont souffert, Bien évidemment. sûr, bien sûr. Je te parle vraiment au niveau moi professionnel. Oui, absolument. On parle de professionnel, ouais, carrément. Professionnel, non, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien, tout simplement parce que ça m'a mis une pause et un stop net dans ma carrière. Et on était tous à l'arrêt, aussi bien les clubs que les DJ. Parce que là, ça commence à bien se passer pour toi, je crois. Ouais, ça se passe très très bien pour moi. 2019, c'est une très très grosse année pour moi. Et en fait, 2020, donc on se prend le Covid. Et je me rappellerai toute ma vie du jour où on nous dit il va y avoir un confinement. Donc je comprends que les soirées sont annulées, etc. Je suis à Brive ce soir-là. Je crois qu'on est un jeudi soir, il me semble. Ouais. Voilà, on est un jeudi soir. Le jeudi soir, je suis à Brive. Donc je fais ma soirée à Brive. On sort de la soirée parce que c'était encore autorisé. Et le vendredi, en gros, on apprend qu'il va y avoir un confinement et que ça y est, tout est fermé. Oui. Donc je rentre de Brive le vendredi matin, je passe au supermarché, je fais des courses, j'achète des pâtes et je fais des courses de paniquer là, tu sais, les courses de flipper là. Du PQ et des pâtes. Ouais, c'est exactement ça. Je fais des courses comme ça, on fait des courses comme ça avec Dylan, on a les vidéos, c'est incroyable. Mhm. Et par contre, si tu veux, je me pose du coup le vendredi soir. Et le vendredi soir, je suis un peu deg de pas avoir ma soirée et tout. Et le samedi, je me dis, mais en fait, je vais pas tenir 2 semaines comme ça, quoi. Je vais pas tenir 2 semaines à rien faire et je vais tourner en rond et je vais devenir fou. Donc là, on est le premier samedi soir du confinement et je décide de faire un live. Je me dis, je vais faire un live, sur les réseaux. C'était Instagram à l'époque. Instagram, ok. Ouais. Mhm. Donc je fais un live Insta où même pas je mixe, hein, c'est vraiment un live où de talk, tu vois, où je parle avec les gens. Et je me dis donc je finis ce live et je me dis mais en fait ok, il faut que je trouve vraiment une occupation. C'est même pas on parle même pas de business, on parle même pas de tout ça, c'est vraiment une occupation. Et je dis à Dylan, t'imagines, là, il nous parle de 2 semaines de confinement. Imagine, on fait 2 semaines de confinement. Ça serait une dinguerie quand même, tu vois. Et je lui dis ça vraiment. Il te le dira. Je lui dis, mais t'imagines 2 semaines. 2 semaines. Je deviens fou, moi, si c'est 2 semaines, tu vois. Et on est vraiment comme ça. Et du coup, je me renseigne un peu. J'en parle avec Hugo, qui est le gars qui s'occupe un peu de mes vidéos et tout. Et Hugo, il me dit, mais pourquoi tu fais pas des lives sur Twitch?
Et j'ai Ok. dit, ok, Twitch, je regarde, je connais pas, je sais pas, personne n'est sur Twitch, personne n'en parle. Mhm. Enfin, dans mon milieu, en tout cas. Ouais. Il me dit, mais si, regarde, moi, je regarde des gens jouer c'est une plateforme de stream, je regarde Ouais. des gens jouer aux jeux vidéo et tout. Je dis, tu regardes des gens jouer aux jeux vidéo? Je dis, Ouais. mais t'es un fou, toi, pourquoi tu joues pas aux jeux? Enfin, bon, bref, tu vois, je suis Ouais. vraiment au début Ouais, de clairement, l'histoire, tu vois. Ouais, la découverte. Ouais. Et je découvre le truc et il me dit, ouais, pourquoi tu mixes pas sur Twitch? Je dis, ben, ok. Boum, 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 je fais 3 branchements, machin et tout. Et au début, en fait, je mixe, mais je mixe, il y a rien qui est branché, en fait, c'est le son de mon micro. En fait, j'ai le son de mon studio qui Ouais. sort Ouais, d'accord. via des d'accord. haut-parleurs. Ok. Et c'est retransmis dans le micro, tu vois. Il y a Ok. rien qui est branché en direct. Ouais. Y a pas de carte on est son, etc. rien du tout à l'arrache. Mhm. Je fais ça et puis je vois que ça se passe, et donc je mixe un peu, je parle en même temps dans le micro, je vois que ça se passe bien, c'est marrant, on est peut-être, je sais pas moi, 30, tu vois, Ouais. sur le live, mais je m'en fous, je fais ça plus pour m'occuper, quoi. Et en fait, je contacte Sonovante, avec qui j'ai un accord un peu, et je leur dis, les gars, envoyez-moi du matériel de stream, un bon micro, je vais m'acheter une bonne caméra, on s'achète Ouais. un bon truc et tout. Et là, je dis, écoute bien, je dis à Dylan, je vais prendre une webcam avec la société. J'achète avec la société du coup. Je prends une webcam avec la société pour avoir des lives un peu plus quali et tout. Il me dit ok, en rigolant, il me dit, je lui dis ouais, mais je lui explique, je lui dis tu sais qu'il y a des dons et tout sur Twitch, on peut gagner de l'argent et tout, parce que lui c'est la partie business. Ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Je lui dis on peut gagner de l'argent et tout. Il me dit ouais, il me dit bah vas-y achète ta caméra à 80 €, tu vas mettre 6 mois pour la rentabiliser à coût de 10 centimes, mais vas-y ça va être bien, tu vois. Je lui dis ok, je dis vas-y moque-toi de moi. Et j'achète cette caméra et une webcam, tu vois, et on commence à faire les trucs, les lives, et on se professionnalise petit à petit. Et à un moment, j'ai l'idée de dire, donc là, il y a encore aucun DJ en fait sur Twitch, Ouais. tu vois. Et là, j'ai l'idée de dire, bah écoute, je vais lancer le premier club virtuel de France. Donc je réfléchis, je parle avec les gens et je leur dis comment on l'appelle. Donc il y a plusieurs propositions et tout, et on trouve le Confinium, Ouais. le nom Confinium. Mhm. Et ils me disent, bah vas-y, on part sur ça, le Confinium, je dis aux gens de faire un logo, un machin et tout. Et je développe vraiment, pour te la faire courte, je demande à Sonovante de m'envoyer des lumières, de faire vraiment un club quand je vois que le confinement va durer, de me mettre vraiment en place dans mon studio et de faire vraiment un club virtuel, tu vois. Donc avec une machine à fumer, avec un bordel, tu vois. Ouais. Et puis ça commence à prendre, et puis on a l'idée de faire un bar virtuel où on vend des bouteilles virtuelles. Donc ça, je vous l'expliquerai une autre fois parce que ça sera beaucoup trop long, mais en gros, on vend des bouteilles virtuelles, donc des images en fait, en gros, Ouais. et les gens se prennent au jeu parce que moi, je fais le show aussi. Quand les gens font un don de 20 €, 30 € avec du vrai argent, au final, ben moi, je vais claquer des canons à confetti dans mon studio, je vais allumer des sparklers, tu vois, des trucs. Ouais. Et ça va être vraiment un show, et ça va être un divertissement qui fait que les gens, là, il faut se remettre dans la condition où Ouais. les gens ont rien à faire de Ouais, leur ouais. journée, de Ils leur ont que ça à vie. faire. Ouais. Ils ont que ça à faire. Ouais. Et au final, on se retrouve tous les jours. Je mixe 1 heure, je crois. Je fais 21h, 22h, je crois, un truc du genre. C'est le rendez-vous des gens, en fait, qui veulent un peu, Ouais. tu vois, se lâcher l'esprit, Décompresser, rigoler, ouais. décompresser, tu vois. Et ça prend des proportions, on en parlera dans une autre émission peut-être, mais ça prend des proportions auxquelles je ne m'attendais pas du tout, Ouais. tu vois. Et où tous les patrons de club nous appellent en nous disant, mais les gars, vous êtes des génies, vous arrivez à faire du business Ouais. avec sans payer de SACEM, sans payer de sécurité, de local, de stock, Et en vendant des fausses bouteilles. et en vendant des fausses bouteilles. Vous avez pas de stock, vous avez pas de, donc ils deviennent fous, tu sais, tous, ils nous Ah ouais, demandent. c'est le ils club disent, le plus machin. rentable du Ouais, monde. c'est ça. Ouais, tu peux pas faire plus rentable. Et mais c'est vraiment un moment, outre l'aspect business, c'est vraiment un moment de détente. Moi, ça m'occupe au final toute la journée parce que toi, Ouais. t'as fait beaucoup de stream aussi. Ouais. Tu sais toujours qu'il y a un problème Ouais. c'est toujours un problème. Il y a toujours un problème. La veille, ça marche, le lendemain, ça marche plus. T'as rien touché t'as rien fait. Pourquoi ça marchait hier? Et moi, ça me rend fou, tu vois. Ouais. Ouais. Mais au final, ça m'occupe la journée. Oui. Le soir, je fais mes lives. Et en fait, le premier confinement, je le vois pas passer. Ouais. Je le vois pas passer parce que je suis trop concentré dans mes lives et que je perds pas le fil. Et je pense que à ce moment-là, il y a eu 2 sortes de DJ. Il y a eu les DJ comme moi, comme toi, comme Mast, comme Fou, comme tous ces gens-là qui ont dit ben nous on va continuer, on va rien Ouais. lâcher, tu vois. Et t'as d'autres DJ, je vais pas citer de nom, mais
qui ont complètement lâché l'affaire et Moi, qui ont complètement décroché. J'ai toujours cette métaphore où je dis, pendant le Covid, il y a eu deux sortes de DJ, ceux qui se sont laissés ensevelir par la vague et ceux qui ont surfé sur la Ouais, vague. c'est ça. Tu vois, et c'est vrai on a été pas beaucoup Complètement. et sorti de Covid et jusqu'aujourd'hui, ça se sent quand même encore. Parce que là, du coup, ta communauté, elle se développe fort à ce moment-là. Elle se développe, mais en fait, tu sais, elle se développe pas tant que ça, mais elle se renforce. Ouais, ok. C'est-à-dire que les gens qui me suivent sont vraiment des gens qui sont là pour passer du bon temps. Ça crée une communauté et ça crée une communauté très forte de gens qui aujourd'hui, quand je fais un zénith, les gens se déplacent, se mettent. C'est se eux qui disent, sont là. Ouais, voilà. Ouais. Ils se disent, voilà, écoute, moi j'habite à Lille, toi t'habites en Normandie, toi t'habites à Strasbourg, toi t'habites machin. On prend un train et on se prend une villa Airbnb Excellent. et on va tous habiter ensemble pour aller voir le zénith de Benz, tu vois. Excellent. Et à ce moment-là, et j'ai beaucoup de gens comme ça qui me suivent et ouais, ça a renforcé le truc, Ouais. ça a renforcé ma communauté plus que ce que ça l'a développé. Ouais. Tu vois, ce que je dis souvent, je dis Twitch ça me l'a renforcé, TikTok ça me l'a développé, ça m'a Ouais. fait grandir, L'a grossir explosé, en termes de ouais. nombre, Ouais. tu vois, mais pas en termes qualitatifs et de vrais gens qui quand je vais sortir un t-shirt ça va être des premiers à les acheter, Ouais. quand je vais faire un concert ça va être des premiers à acheter les places. Tu vois, ça c'est des. Parce que sur Twitch, tu leur as parlé, tu leur as parlé, Ouais. t'es près d'eux. Donc, Oui, voilà, je suis près d'eux et mm. puis c'est des gens que tu voyais tous les soirs. Ouais. Donc en fait les noms au final tu les reconnais et après quand tu les vois en vrai, ils te disent c'est moi un tel. Mini B, Ouais. c'est moi la Famax, c'est moi Chalou, Mhm. tu vois, et tu dis ouais putain non incroyable, tu vois. Et Avec cette hymne incroyable que était et- le Schumacher, là, le Vroom. Ouais, c'est ça. Moi après c'est parti dans des délires de fou. Non, mais parti c'était- dans des délires de fou. J'ai l'impression que tu as fait, comme dans tout ce que tu fais, tu l'as fait à fond Ouais. et Complètement. sans calculer. Ouais, sans puis- calculer personne. C'est Et bien. mais tu sais, je le dis souvent, mais on a un peu le même parcours. Ça a toujours été. Tu sais, moi, quand les gens ils m'ont dit ouais, le rap c'est de la musique de racaille, machin, Mhm. au tout début, pour en revenir au début, je leur disais ouais, vas-y, bah les couilles, tu vois. Je vais continuer Ouais. à le faire et puis je vais le faire bien et puis ça marchera. Quand toi on te disait ouais, c'est de la musique de meuf, c'est Ouais. éclaté, machin. T'as dit ouais, bah vas-y, Ah oui, oui. rien à foutre, tu vois. Et Ah en oui. fait, je pense que évidemment, faut écouter le conseil des gens, faut écouter l'avis des gens et tout, mais si tu crois vraiment Ah oui. en quelque chose, Ah oui. tu vois, Faut écouter personne. ça sera plus fort Bien que. sûr. Bien sûr. Tu sais, je te raconte une dernière anecdote, mais très drôle. À l'époque, je mixe dans des clubs où Snake mixe et on fait les mêmes clubs au même cachet. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, je fais un club à Saint-Raphaël. Moi, je suis le vendredi et je suis payé 800 €. Snake est le samedi, il est payé 800 €. J'ai des fly, des programmes d'été Ouais. Mhm. où tu vois, Benz le vendredi, Snake le samedi. Et on fait pas mal de saisons comme ça et tout, on garde contact avec Snake. Et un jour, il me dit, juste avant l'été, il me dit, ouais, j'en ai marre, j'en ai plein le cul, je me barre aux États-Unis, ça y est, ça m'a saoulé la France et tout machin. Mhm. Et je lui dis, t'es un fou, frérot. Je lui dis, l'été, c'est là où on fait le plus de dates. Je dis, Ouais. si tu veux te barrer, barre-toi, mais barre-toi en septembre. Te barre pas là maintenant, tu vois. Et il me dit, non, rien à foutre, je me barre. Et il se barre. Et en fait, moi je dis à tout le monde, mais il est fou complet ce mec, tu vois. Et Ouais. je dis, en gros, il est débile, tu vois. Pourquoi il part à l'étranger avant une saison et tout? Ben c'est qu'en fait, il a senti que c'était le moment de partir Ouais. et il a écouté personne. Bien sûr. Et il a fait son truc et il s'est barré et la France voulait pas de lui et il s'est barré à l'étranger et c'est devenu Snake. Ça lui a réussi, ouais. aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis ben ouais putain ouais t'es pas si con que ça. En vrai. Pourquoi je suis pas parti, moi? Pourquoi je suis pas parti avec toi, tu vois? Non, mais c'est que c'était écrit comme ça, Ouais, tu vois. ouais, bien J'ai sûr, aucune, bien sûr, aucune absolument. animosité ou quoi. Donc là, le Covid s'arrête, c'est Ouais. fini. Yes. Ça repart fort. Ouais, ça repart très fort parce que je me suis lancé sur TikTok. Ok. Je Pendant me le suis Covid, lancé du sur coup. TikTok, Ok, ouais, ouais. pendant le Covid, à un moment où je crois que c'était deuxième partie de Covid, où bah tu sais c'est un peu semi-confinement. Ouais, on sait plus trop, ouais. C'est un peu bizarre, machin. Ouais. Les lives, ça commence à faiblir un peu, bah, parce qu'il y a des gens qui ont repris le travail. Oui. Nous, on est toujours arrêtés, mais il y a des gens qui ont repris le travail. Donc ça a plus l'impact que ça a. Donc je préfère arrêter. Je dis bon, voilà, on a passé une bonne époque. Je coupe le truc. Mais par contre, je vais me lancer sur TikTok. Je découvre TikTok, pareil que j'ai découvert Twitch, Ouais. avec des gens qui me disent ouais, tu devrais regarder TikTok et tout machin. Je regarde TikTok, je me dis ouais putain trop bien et tout.
pas beaucoup de DJ français dessus. Je me dis, bah vas-y, je vais me lancer dessus. Ouais. Et je commence à faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Et ça commence à exploser. Et en fait, là, je le fais vraiment par plaisir et par kiff, tu vois. Ouais. Et au début, même pas dans une stratégie, encore une fois, de business. Je me dis, je le fais juste parce que ça va m'occuper et que j'ai pas de date, j'ai pas de soirée, j'ai que ça à foutre. Ouais. Donc, je vais faire des vidéos. Oui. Et je fais des vidéos, les 5 sons que t'avais oubliés, les 5 sons que t'écoutes en secret dans ta voiture, les 5 sons qu'écoutent les jeunes aujourd'hui, enfin, où je fais des petits concepts comme ça. Et ça cartonne et je fais des 2, 3, 4 millions de vues par story. Ouais, ok. C'est incroyable. Je comprends pas d'où ça vient. Et en fait, j'ai beaucoup de gens qui commencent à me suivre sur TikTok. Mais c'est vraiment une clientèle, une population très éclectique. Ouais. C'est-à-dire que moi au début on me dit ouais TikTok c'est des petites meufs qui dansent, elles montent leur cul, machin, c'est nul, tu verras, ça sert à rien. Ouais. Et en fait je me rends compte que j'ai aussi des trentenaires, des quarantenaires, Ouais. parce que je fais des stories. Tu vois 5 sons que t'as écouté dans ta jeunesse et que t'as complètement oublié. Et Ouais. je vais te jouer. Je sais même pas d'idée, mais tu vois, un match nul, un son de Taxi, un son d'Ayam, un son Ok. de machin. Et du coup, j'arrive à toucher cette population-là. Puis je fais d'autres trucs un peu plus destinés aux jeunes aussi. Et en fait, j'ai une communauté qui commence à se développer. Ouais. Et Donc TikTok, c'est un vrai virage, quoi. TikTok, c'est un vrai virage de fou. Ok. C'est un virage de fou. Et en fait, quand les clubs reprennent, je fais une soirée. Donc, on reprend juste avant l'été. Je fais une soirée à l'Amnésia. Et je joue un remix de bande organisée avec une intro au violon. Je dis à mon pote, vas-y, filme à ce moment-là et tout machin. On est sur le gros moment de bande organisée. Ouais. On filme ça. Le soir, je rentre, je check mes vidéos et tout. Je mets mes vidéos en ligne sur mon Instagram et tout. Et le lendemain, c'est quand même une histoire assez folle. Le lendemain, je suis vraiment dans mon jardin, allongé sur mon transat, en train d'essayer de prendre le soleil un peu. Et je vois cette vidéo sur mon téléphone et je me dis putain ouais, elle est pas mal. Je vais la mettre sur TikTok. Voilà, c'est une vidéo live, je la mets sur TikTok. Et je poste cette vidéo live sur TikTok, mais vraiment en mode, je sais pas trop ce que ça va donner et sans aucune stratégie. Ouais. Je poste cette vidéo, je pose le téléphone, je fais ma vie, machin. Je vois mon neveu et tout, bref, 2-3 heures. 3 heures après, je regarde mon téléphone et je vois qu'on est à 3 millions de vues en 3 heures. Ok. Et là, je me dis, ah ouais, là, il se passe quelque chose de Bon fou, ratio. quoi. Ouais. Je me dis, il se passe quelque chose. Ouais. Et en fait, à chaque fois que je actualise, je prends 100 000 vues. 3 millions, 3 millions 100, 3 millions 200, Incroyable. 3 millions. Incroyable. Et je me dis, mais, et ça monte 4 millions, 5 millions, 6 millions. Et je me dis, ah ouais, là, c'est un bordel, là. Ouais. Et c'est une vidéo qui me ramène énormément de followers, de gens qui, tu sais, on est sur une période où on sort du Covid. Ouais. Donc les gens ont plus de vidéos de soirée. Ouais. Et là, ils se reprennent au final 7 vidéos de soirée dans la gueule. Avec le tube du moment en plus. Avec donc, le tube du moment, avec des gens qui s'amusent, qui sont là pour faire la fête. Donc, tu sais, t'as encore des débats dans les commentaires de gens qui disent ouais, mais vous sortez, mais il y a encore le Covid c'est pas fini. Okay. Et en fait, cette vidéo me fait exploser. Et ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui disent ouais, lui il est arrivé avec TikTok en fait. Ouais. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert à ce moment-là, qui se disent il a démarré au final dans leur tête. J'ai démarré ce jour-là avec cette vidéo. Ouais, ok. Et mais ça a grandi ma communauté. Et là, je passe j'ai toujours autant de dates parce que en fait mes plannings sont pleins depuis. J'ai de la chance d'avoir des plannings pleins depuis des années. Mais je passe de faire des clubs où des fois c'est plein, des fois c'est moitié plein ou des fois c'est vide, à des clubs qui sont quasi complets tous les week-ends. Okay. Et là, à partir de ce moment-là, c'est un autre level parce que tu peux augmenter tes cachets parce que évidemment tu ramènes plus bien sûr. Tu ramènes plus de 200 personnes mais t'en ramènes 1000. Bien sûr. Donc l'économie est plus la même. Bien sûr. Et on passe sur un autre niveau, on a des premières parties qui se calent, le Zénith, l'Olympia, voilà, et on passe vraiment sur un autre Zénith, c'est des concerts qui ont été autofinancés complètement. Ouais, complètement. Okay. Complètement, et c'était vraiment
le Zénith c'était un défi personnel objectif et l'Olympia c'était un gros coup de pied dans la mare parisienne de dire en gros vous avez jamais voulu que je vienne jouer à Paris parce que j'avais jamais fait aucun club parisien. Ouais. De dire vous avez jamais voulu que je vienne à Paris, la première salle que je vais faire à Paris ça sera l'Olympia et ça sera complet. Et j'ai fait un Olympia complet. Maintenant il y a cette mini tournée qui arrive 2024. Ouais, c'est ça. 2024, on se lance un nouveau défi encore parce qu'on s'arrête jamais. Mais on se lance un nouveau défi de dire on va faire une tournée concert avec un vrai show. Ça sera musicalement un peu différent de ce que je fais en club évidemment, mais avec un vrai show, un vrai décor, un vrai concept et surtout de me dire aussi c'est des concerts donc les mineurs peuvent venir. Ouais. Tu vois, c'est ouvert aux mineurs, les places sont dispo sur Pass Culture et au final, un petit aujourd'hui qui a 15 ans et qui veut venir avec son grand frère ou ses parents ou je sais pas qui ou tu vois, peut venir découvrir en gros une ambiance de boîte de nuit dans une salle de concert. Ouais. Et du coup, on a lancé 7 dates plus le Zénith de Montpellier qu'on refait du coup. Ok. Et ouais, c'est un nouveau gros défi. Bien sûr. Mais c'est kiffant. C'est un objectif ça plus tard, de faire peut-être moins de clubs, plus de concerts. Ouais, en fait l'objectif c'est j'arrêterai jamais les clubs parce que j'arrêterai jamais. Faut pas jamais dire jamais, mais les clubs déjà c'est eux qui m'ont fait vivre depuis, qui me font vivre depuis 10 ans, donc je peux pas les lâcher comme ça. Mais je pense que c'est plus un épanouissement pour moi de me dire je vais faire du concert, je vais kiffer. Après, je vais retourner en club, mais ça va me faire du bien d'avoir pris l'air aussi. Bien sûr. Donc je vais encore plus kiffer les clubs. Et il y a une ambiance derrière. Je vais kiffer je vais continuer à kiffer mes soirées en club. Ouais. Mais avec ce format concert, je vais aussi viser les festivals l'été. Bien sûr. De ramener vraiment un concept nouveau, un concept nouveau, en bien sûr. festival. Et ouais, on a quelques idées. Bon, après vous verrez ce qui se passera en concert. Bien sûr. Mais ouais, c'est des nouveaux objectifs. Et tu sais, tu l'as vu maintenant qu'on se connaît depuis plus de 10 ans. Moi, je suis toujours à me dire, ok, je fais quoi après? C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fini le Zénith. Je suis descendu de scène. Je suis rentré dans ma loge. J'ai dit à Dylan, je veux faire un Olympia. J'ai fini l'Olympia. Je suis descendu de scène, je suis allé voir Dylan, je lui ai dit maintenant on fait quoi? Et en fait il m'a dit mais frérot, calme-toi. Top, viens, tu vois l'Olympia, il m'a dit frérot kiffe, vas-y. Calme-toi, il y a la banque qui m'appelle, ça craint, c'est rouge. C'est ça, tu vois, il me dit frérot, viens, pose-toi là, pose-toi, kiffe, tu viens de remplir un Olympia, viens on kiffe. Ouais. On a rempli l'Olympia. Juste 2 minutes s'il te plaît. Ouais, c'est juste ça. 2 minutes, voilà. C'est ça. Et en fait je suis heureusement qu'il est là aussi pour me canaliser, parce que après je lui ai dit viens on fait une tournée concert, viens on fait des festivals, viens on fait ci, viens on fait ça. Là on est sur d'autres projets encore parce que je suis toujours je veux toujours faire des trucs nouveaux et peut-être qu'à un moment je vais me planter sur un truc et c'est pas grave. Au moins je l'aurais tenté. Bien sûr. Et voilà. Pour l'instant ça réussit donc tu vois que ça continue mais qu'est-ce que tu pourrais dire au DJ Benz de la boîte dans le camping? Si maintenant tu pouvais faire un voyage en arrière, si tu pouvais le recroiser, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, tu vas en chier, mais crois en tes rêves. Vraiment, c'est bateau ce que je dis, mais crois en tes rêves, écoute pas les gens et fais ce que t'as envie de faire en fait. Kiffe. Accroche-toi, tu vas kiffer. Ouais, je suis vraiment dans ce mindset, dans cet état d'esprit de viens on kiffe. Tu vois, viens on kiffe, on se donne des objectifs et si ça passe ça passe et si ça passe pas ça passe pas. Tu vois, mais vraiment kiffe, la route elle sera longue parce que il y a 10 ans de taf derrière. Mais derrière tu vas vivre de ta passion, tu vas faire vivre une équipe et une famille au final parce que on a tous nos familles derrière et tu vas faire ça avec tes potes et il y a rien de mieux. Tu vois, tu vas pas je dénigre aucun métier mais tu vas pas c'est pas un taf alimentaire bien sûr tu vois comme je t'ai dit au début, c'est même pas un taf en fait pour moi. C'est du kiff, c'est 100% de kiff. C'est quoi la plus grande dinguerie qui vous est arrivée? Parce que Dylan peut communiquer. Alors bonne ou mauvaise dinguerie? Un truc qui vient ouais, je crois pour te faire un truc là de cette dernière année, je crois que c'est Soprano qui nous appelle pour nous demander de faire la première partie au Stade de France. C'est déjà que Soprano t'appelle,
Donc déjà tu bugs. Commençons par le commencement. Voilà, c'est ça, tu vois. Déjà tu bugs. Après il te dit le stade de la première partie. Est-ce que tu veux faire ma première partie? Ouais, ok, au Stade de France. Tu vois. Et en fait, là tu te dis tu dis non mais là c'est techniquement ça a été dur à gérer ou c'était simple? Ça a été très simple. OK. Et ça a été très fluide parce que c'est des gens très organisés, très carrés. C'est des anciens, hein, oui, bien sûr, depuis longtemps. Mais tu sais, moi j'ai ce moment j'ai ce moment incroyable où j'ai une vidéo d'ailleurs sur que j'ai mis sur mes réseaux qui est sur TikTok et tout, où je suis au centre du Stade de France sur la scène de Sopra. Je suis en train de parler avec Soprano, Alonso et Vincenzo, c'est-à-dire les psychiatres de la rue. Et vraiment, tu vois, j'ai des frissons quand je te parle. J'ai ce moment où je les regarde, je suis en train de parler avec Sopra comme si c'était mon pote, mais et avec Alonso en lui disant ouais ça va et tout machin là. Et à un moment pendant 10 secondes, j'ai un moment d'absence où je me dis ok, rappelle-toi quand t'avais 15 piges, que t'étais dans le bus pour aller au collège ou au lycée machin, que t'avais tes écouteurs, que tu saignais l'album des psychiatres parce que moi je suis du sud et que c'était mes idoles, tu vois. Et aujourd'hui, t'es avec eux et t'es en train de leur parler et ils ont du respect pour toi parce qu'ils te confient la première partie d'un Stade de France. Et ils savent ce que tu fais, ils te considèrent, ils sont contents que tu joues leur son, tu vois. Moi, Alonso, il m'a dit franchement, frérot, merci de jouer mes sons en boîte. Je dis mais t'es un fou, tu vois. Merci toi de merci de les avoir fait, tu vois, voilà, de les avoir fait, etc. Ok. Et c'est la de cette année en tout cas, c'est la plus grosse dinguerie. Après évidemment Olympia, Zénith, on a énormément d'anecdotes. Mais celle-là, cette année, c'était quand même chaud, quoi. C'était quand même très, très chaud. À côté de la carrière artistique, est-ce que t'es positionné sur des business? Est-ce que écoute, on y est en plein. Est-ce que tu fais des choses secrètes, mais non, mais voilà, non, pas du tout. On est en plein dedans. En fait, là, on est justement dans une période avec Dylan où on a eu la tête dans le guidon pendant des années. Et en fait, depuis pas longtemps, Alexandre, depuis même pas un an, on a levé la tête et on s'est dit, ok, on a l'âge qu'on a. Peut-être qu'à un moment les soirées soit ça va nous saouler, soit on sera plus dans le coup, soit X ou Y. Viens, on prépare l'avenir, tu vois. Et c'est là où on commence à monter des structures pour préparer des projets qui pour l'instant je peux même pas te dire on va ouvrir un resto, on va ouvrir un machin, j'en sais rien du tout, mais on commence à s'organiser pour diversifier notre activité, faire autre chose. Et tu sais, ça a été un peu ton expérience à toi a été aussi un déclic pour nous de se dire ah ouais, regarde Alex, il a monté ses boîtes d'événementiel et tout, ça cartonne, les mariages, les machins, les soirées, les trucs viens, on y réfléchit déjà, tu vois, juste on y réfléchit. Nous, ça marche très bien encore la soirée, donc on n'a aucune raison d'arrêter là. Rien ne t'empêche de prévoir l'avenir. Absolument. Tu vois. Et je pense que ça, tu arrives avec l'âge, que au début tu te dis les soirées, mais au final tu dis ok, mais peut-être que je sais pas moi à 45 ans, j'aurais peut-être plus envie de faire des soirées et j'aurais envie de faire des trucs soit plus conventionnelles ou pas, mais différentes, voilà. Donc là on est en plein l'administratif pour monter toutes ces structures. C'est justement, tu me tends la perche pour la prochaine question, c'est donc l'avenir. C'est quoi l'avenir après les soirées? L'avenir après les soirées, je pense que comment tu te vois? C'est que moi j'ai toujours dit à Dylan, j'arrêterai les soirées avant que les soirées m'arrêtent. C'est-à-dire que au moment où je vais sentir que ça commence à baisser, je vais continuer certainement un peu, mais au moment où je vais sentir que je suis ringard, que je suis plus dans le coup, que ça m'intéresse plus ou machin, j'arrêterai tout. Et aujourd'hui, on aura avec Dylan assez de fonds et je pense assez d'idées surtout pour monter soit un autre business, soit là je t'avoue qu'on n'y a pas trop réfléchi. Ok, ça marche. Il y a pas de plan. Il y a pas de plan. Okay. Là t'as vu, on commence à sortir des morceaux, donc on fait vraiment plus de la musique, des séances studio, etc. Donc c'est aussi nouveau pour moi de vraiment me mettre vraiment dans la production musicale. Mais on est en train de réfléchir. Tu vois, hier on a fait une soirée privée
où on a mixé pour j'avais Tony Parker à côté de moi, je mixais pour Tony Parker qui nous a appelé pour venir mixer pour l'inauguration de sa salle. Ben je me dis ouais, au final les soirées privées aussi c'est s'il y a quelque chose à faire dans les soirées privées, donc pourquoi pas s'orienter plus vers les soirées privées. Je sais pas. Franchement Alex, je te dis là, on est vraiment en mode viens on crée les structures et on verra dans 2, 3, 4 mois ce qu'on fait, mais il faut en plus gérer la tournée actuelle, bien sûr, tu vois, donc bien sûr. Donc c'est beaucoup de travail, mais je réfléchis pas. Si la question c'est comment tu te vois dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien du tout. Franchement, j'en sais rien. Mais je sais que, tu vois, je me dis, on a réussi à survivre à une pandémie. Bien sûr, rien peut nous arriver. Tu vois, à faire nous en plus on a généré de l'argent, tu vois, on a continué à faire bosser un business, à faire travailler un business dans une période de pandémie. Et du moment où on arrive à faire ça, on arrivera à tout faire. Bien sûr, on se retournera toujours. Sûr. Et on a une équipe solide, tu vois. Il y a pas que moi, tu vois. Il y a Dylan, il y a Salamèche, Yann, il y a Hugo, il y a beaucoup de gens aussi qui m'entourent, qui ont des idées. Je bosse beaucoup avec Flo et Oli qui ont énormément d'idées aussi. Donc qui nous aiguillent aussi et on trouvera toujours des reconversions. Tu vois, Flo et Oli qui sont un bel exemple de diversification parce qu'ils font plein de choses et mais eux tu vois par exemple ils ont fait trop de choses, c'est-à-dire que ils ont fait les concerts, la musique, etc. Puis ils ont investi dans une marque d'énergie drink, puis ils ont investi dans des restos, ça on le sait pas forcément, mais ils ont investi dans des restos, ils ont investi dans plein de trucs et puis à un moment ils ont levé la tête, ils ont dit ils ont leur festival aussi, je crois. Ils ont leur festival qui cartonne, le Rose Festival, c'est un énorme succès. Mais tu vois par exemple les restos dans lesquels ils ont investi, c'est un nouveau type de resto, etc. Ça a pas forcément marché et ils se sont dit on aurait peut-être pas dû se lancer là-dedans, mais bon on a essayé, ça a pas marché. Bien sûr. Voilà, on a essayé ce que je te disais tout à l'heure. Mais ils se diversifient et ils ont plein d'idées. On avait pour idée de monter un business ensemble aussi à une époque. On y avait réfléchi. Au final ça viendra. Voilà. Mais je pense que la diversification c'est nécessaire à un moment, ne serait-ce que pour l'épanouissement personnel. Bien sûr. Tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai fait, je fais 240 dates par an depuis maintenant 10 ans. Les clubs, c'est bon, j'ai fait le tour, donc je me régale toujours d'y aller, mais j'ai envie de voir autre chose. Et au final, quand je fais autre chose, quand je fais un Zénith, quand je fais un Olympia, quand je fais une soirée privée, là, pour l'ouverture d'une salle de concert, c'est autre chose. Quand je fais des trucs comme ça, c'est autre chose, mais je me régale. Ça te fait du bien. Et comme toi, tu vois. Bien sûr. Comme toi, quand t'as dit, les soirées, je vais mettre un coup de frein et je vais plus me concentrer sur l'organisation, machin. T'as repris un nouveau souffle et tu t'es dit, putain, voilà, je fais autre chose. C'est cool, tu vois. C'est, voilà. Et je pense que nous, on en est là, on y arrive là. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte c'est très énergivore de faire, surtout d'être tout le temps sur le même business, parce on a beau se dire il vient mixer que 2 heures, après il passe son temps à voyager, ok ça fatigue de voyager, mais pour garder cette grinta, cette frite, c'est ça. Toujours pareil dans ce business, il faut à un moment donné avoir un sas de décompression, qui est souvent la diversification. Moi, c'est plus dans l'orga, la technique spectacle. Toi, ce sera sûrement autre chose. Ça me fait tellement de bien et quand je reviens au club, j'ai l'impression c'est la guerre-messe. Tu vois, c'est les vacances. C'est cool, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, je suis aussi là dans une période actuelle de ma vie où on est avec Dylan et on a beaucoup de chance de très bien s'entendre et de très bien être en osmose tous les deux. Et des fois, moi, j'ai des coups de down. Lui, ça va un peu mieux. Il me dit, vas-y. Je vais prendre moi les trucs sur moi et je vais gérer. Tu vois, on est une équipe aussi, donc bien sûr. Donc c'est mortel d'être comme ça parce que des fois lui il me dit frérot, moi ça va pas. Pendant 3 jours je vais être moyen. C'est moi qui vais répondre aux mails machin. Et des fois moi je vais lui dire frérot là je suis pas dedans. Les réunions avec les labels avec machin, fais-les toi. Tu me feras des débriefs et je veux pas en entendre parler, tu vois. Mais j'ai besoin de besoin de 2 jours off, tu vois. Bien sûr. Donc c'est bien aussi d'avoir une équipe et d'avoir des gens qui t'ont confiance, qui peuvent gérer le truc sans que forcément tu puisses laisser tu puisses laisser les rênes, quoi, c'est important. Un dernier conseil aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu sais qui sont les gens qui t'écoutent d'ailleurs? Est-ce que il y a beaucoup de DJ. OK. Beaucoup qui m'envoient plein de messages d'ailleurs. OK. À qui je remercie beaucoup. OK. Et qui trouvent les épisodes assez inspirants souvent. Trop bien. Et il y en a surtout des fois qui se sentent moins seuls. OK. Quand on raconte parce que j'ai fait un épisode tout seul.
parce que je voulais raconter un peu mon histoire. Ouais. Et beaucoup de gens ne savaient pas tout ce qui m'était arrivé, et certains se sont sentis moins seuls. Et donc, mais il y a principalement beaucoup de DJ ou de gens qui ont envie de devenir DJ, ou aussi beaucoup de gens dont le métier DJ intrigue. On se dit, mais c'est quoi ce métier? C'est qui ces gens? À quoi ça ressemble? À côté de la vie, comment ils sont arrivés là? Ouais, écoute, un dernier conseil, du coup, on va l'orienter vers les DJ. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment de pas lâcher l'affaire. C'est un très beau métier. Quand je dis, moi, j'ai pas l'impression de travailler, c'est vrai parce que c'est une passion, mais c'est très physique et c'est surtout, il y a énormément de concessions à faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, les gens qui te disent, surtout moi pendant les 10 ans où je faisais mes tournées, pendant 10 ans, je suis pas allé dans les mariages de ma famille, je suis pas allé, des fois j'étais même pas présent pour les enterrements, les repas de famille tu les oublies, ta situation familiale personnelle tu la mets un peu de côté aussi. Le nouvel an avec les potes. Le nouvel an avec les potes c'est terminé. Et puis c'est surtout que moi il y a 10 ans quand les gars ils me disaient ouais on joue à FIFA machin viens jouer, je disais non je vais bosser sur mes platines et tout, ils me disaient ouais t'es un fou et tout, je dis non où j'ai une soirée où je préfère bosser machin et tout. Ça a été beaucoup de travail en fait, on n'est pas arrivé avec TikTok tu vois. Bien sûr. Et donc je pense que le conseil c'est ça, c'est beaucoup bosser. Et n'écouter que soi. Et n'écouter que soi et être vraiment passionné. Parce que si vous êtes pas passionné, vous y arriverez pas. Ça tiendra pas, de toute façon. C'est ça. C'est clair. Bon, merci beaucoup. Combien de temps? 1h15. 1h15. Incroyable. C'est bien, non? Si vous êtes toujours là, merci beaucoup. Alors, tu sais qu'ils écoutent souvent les gens. En plusieurs fois? Oui, ils écoutent toujours plusieurs fois. D'accord. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je ferais bien un épisode une fois avec Dylan s'il est chaud pour avoir l'envers du décor. Franchement, grave. Ça serait trop bien. Tu serais chaud? À méditer. Oh là là. Franchement, non, mais ça serait trop bien. Il me fait comme toi t'as fait avec l'Abdésir. Ouais, attends, je sais pas, je vais voir. Elle est incroyable cette anecdote, hein. Ouais, mais là, c'est une discussion, en vrai, ça. Ouais. Non, il sera chaud, on le fera. Merci beaucoup. Merci les gars. Bye bye. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de DJ le podcast. J'espère que vous avez passé un moment inspirant ou tout simplement divertissant. Pour soutenir complètement le programme, je compte sur vous pour liker cet épisode ou tout simplement vous abonner au podcast. C'était Alex Dacosta et c'était DJ le podcast.